Bonjour à tous, nouveau CQFR et on commence direct Théo avec des nouvelles de Victor Wembanyama. Victor Wembanyama qui est autorisé à reprendre le basket. Ça semble un peu bizarre dit comme ça, mais oui, Victor Wembanyama peut rejouer des 5 contre 5, peut rejouer normalement en fait. Ça y est, plusieurs mois après sa thrombose veineuse, Wembanyama est prêt. Ouais, bonne nouvelle. On le sentait vraiment soulagé dans les phrases qu'on a pu lire de lui après cette annonce. Là, il était officiellement, effectivement, autorisé par le staff médical de San Antonio à reprendre toutes les activités basket. Alors, on imagine bien qu'il va pardon, y aller progressivement, mais soulagement pour San Antonio parce que c'est intéressant que ça arrive à ce moment-là de l'été. C'est-à-dire qu'il va avoir quand même la fin de son été pour pouvoir reprendre le rythme, retravailler des choses spécifiques s'il le désire, et derrière pouvoir faire tout le training camp, la préparation et voilà Victor qui pourra être aligné dès le début de saison pour San Antonio. Je pense que c'est vraiment bien pour lui d'un point de vue préparation mentale pour se projeter sur sa saison. C'est très bien aussi pour les Spurs. On le disait récemment, Antoine, tu sais, sur les dernières signatures, cette équipe, elle est quand même vraiment en train de se structurer de manière plus, comment dire, on voit mieux maintenant vers quoi se dirigent les Spurs. Donc je pense que c'est super nouvelle, vraiment super nouvelle. On savait de toute façon qu'il ferait pas l'Euro tant qu'il n'aurait pas été autorisé à reprendre le sport avec contact. Donc je pense que c'est les meilleures dispositions pour San Antonio, d'autant que finalement ils ont fait un trade quand même qui est pas neutre en cours de saison dernière, et ils ont très peu pu aligner De'Aaron Fox et Victor Wembanyama. On s'était dit en tout cas, moi je pensais vraiment que sur le papier c'était le très bon complément de Victor et de ce qu'avait San Antonio. Sur le terrain, ça n'a pas eu le temps de si bien fonctionner que ça. Donc plus ils pourront passer de temps ensemble, mieux ce sera. Je sais pas si tu as vu, mais ils ont déjà commencé quand même en termes de trail collectif en faisant de la natation synchronisée, les joueurs des Spurs là, pendant l'été. Donc tu sens qu'ils sont en recherche de cohésion. Ouais, je comprends maintenant pourquoi il y avait justement des rumeurs sur lesquelles Wembanyama participerait peut-être à l'Euro. En tout cas, pourquoi c'était quand même un petit peu dans les plans du sélectionneur Freddy Fotoux. C'est que ça se joue finalement à pas grand-chose. Enfin, après, c'est une question de décision, hein. Peut-être qu'il l'aurait pas fait non plus, même s'il avait été autorisé à rejouer, je sais pas, mi-juin à la place de mi-juillet. Mais je comprends qu'il y ait eu cette pensée, cette discussion éventuelle. Et comme toi, ouais, le fait de pouvoir faire tout un été de préparation, je pense aussi que c'est parfait pour lui. Sur le duo Fox-Wembanyama, je pense d'enchaîner des matchs, en fait, ça va leur faire du bien. Dans un CQFR, j'avais dit, je vois bien les Spurs monter en puissance en décembre, janvier, tu sais, à un moment. Voilà, je ne serais pas surpris que San Antonio soit une équipe qui arrive à aligner 8, 9 victoires de suite, peut-être 8. 9, c'est beaucoup, on ne sait pas, on verra. Mais dans ces eaux-là, ça peut sembler ça aussi, se dire, bah oui, ils vont gagner 8 matchs de suite, mais en fait, ça arrive pas si souvent que ça, gagner 8 matchs de suite en NBA, hein. C'est pas toutes les équipes qui gagnent 8 matchs de suite, 8 9 matchs de suite. Je pense pas que les Spurs, depuis l'arrivée de Wembanyama, aient gagné 8 9 matchs de suite. Et là, je me souviens pas bien. Peut-être que si jamais vous vous souvenez, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Voilà, je serais pas surpris que ce soit quelque chose qu'on voit autour de décembre, autour de Noël, un moment comme ça où ça commence à cliquer avec Fox, avec Wembanyama qui montre en puissance, son équipe qui suit. C'est un peu comme ça que j'imagine la saison des Spurs. Je les vois pas forcément. Et encore. Et encore. Je ne sais pas si les Spurs termineront dans le top 6. Je ne les mettrai pas là comme ça de tête, mais sans me pencher sur les trucs. Je ne mettrai pas forcément les Spurs dans le top 6, mais je pense qu'ils en seront proches. Ouais, je pense, t'as raison, et c'est vrai que c'est une équipe qui a quand même beaucoup bougé en fait, avec l'arrêt soudain de Greg Popovich, des changements, le fait qu'ils récupèrent un numéro 2 draft qui était totalement imprévu. Du coup ils vont quand même avoir un joueur avec un statut à intégrer progressivement. Mitch Johnson maintenant qui est le coach officiel, donc il va pouvoir aussi aborder la pré-saison avec vraiment ses idées, son plan de jeu. Il y a beaucoup de choses. Du coup, je pense que c'est encore plus important pour San Antonio qu'ils puissent vraiment avoir leur groupe dès le départ, passer du temps ensemble sur la pré-saison, sur tous ces aspects-là, jouer ensemble comme tu le disais pour que Fox et Victor puissent développer des automatismes. Elle va vraiment être intéressante à suivre cette équipe de San Antonio. C'est, c'est dur à l'ouest de toute façon de dire top 6, pas top 6. On a vu que parfois, à une victoire près en fin de saison, tu peux te retrouver presque entre avoir l'avantage du terrain ou devoir en passer par le play-in. Parfois, c'est pas si loin que ça, la réalité des choses. Donc, par contre, oui, je pense que c'est tout à fait dans les cartes potentiellement. Cette équipe, elle devrait se situer là, quoi. Je pense dans la conférence ouest, quand tu regardes un petit peu le talent qui est en place,
ils peuvent espérer être entre la sixième et la, allez, on va dire 9 10e place. Ouais, je partage. Je te propose qu'on enchaîne avec Paul George et les Sixers. Paul George qui a été opéré du genou, si je dis pas de bêtises. C'est Oui, ça. oui, mais je sais pas comment on appelle c'est en français là, arthroscopique. Si ça se dit pareil en français, En arthroscopie, ouais. j'imagine. Ouais. Et du coup, les Sixers espèrent le récupérer au moment du training camp. Sauf que là, forcément, il y a un peu d'incertitude parce que Paul George, c'est quand même un joueur qui a plus de 30 ans. L'opération, elle est là maintenant en juillet. Le training camp, ça reprend en septembre. On sait que c'est un joueur qui a souvent des rechutes, justement, au genou, des genoux gonflés, un peu comme Joel Embiid. Et du coup, ça amène encore une fois du doute, même si, bien sûr, on est en juillet. La saison, elle reprend en octobre, donc on peut se dire, ben, ça va, il y a le temps, mais je pense que c'est pas si anodin, en fait, que Paul George soit obligé d'être opéré du genou, comme Joel Embiid, au cours de la même intersaison. Peut-être que ça permettra aux deux d'arriver en pleine forme et d'être enfin débarrassés de leurs problèmes du genou, mais c'est un scénario optimiste que j'ai du mal à voir. Moi, je t'avoue que je suis un peu, enfin, je suis même très étonné par le timing. Alors peut-être que c'est simplement le processus médical qui fait qu'ils essaient de déterminer précisément la nature du problème et que ça a demandé plusieurs examens, plusieurs expertises parfois ou pour peut-être même des avis différents sur le même problème. Mais je trouve que ça arrive relativement tard au bout du compte. Cette opération, quand tu vois à quel moment s'est terminée la saison des Sixers, je trouve pas ça optimum parce qu'en fait, ils vont partir sans savoir s'ils auront l'un ou l'autre pour le début de saison. On a bien compris que l'objectif de Philadelphie, c'était d'avoir les deux en playoff, mais si on regarde finalement l'historique de ce type de problème et quand tu es vraiment sur du game management, même en faisant ça, t'es pas certain finalement de les avoir en bout de course, quoi. Je veux dire, Paul George est très bien placé pour en parler, ce qui s'est passé aux Clippers. Il y a des saisons où ils ont fait du game management autant qu'ils voulaient. Ils ont quand même pas eu leurs deux stars en même temps en playoff. Je me demande si un petit peu comme avait dit Tyronn Lue, tu sais, à la fin, quand tu sentais qu'il en avait vraiment ras-le-bol et qu'il commençait à dire non, mais de toute façon, il faut jouer les matchs, quoi. Et on va pas partir à se dire on veut qu'il soit là en avril. La saison a commencé en octobre, faut jouer les matchs et on verra ce qui arrive. C'est vraiment pas optimum pour, euh, pour les Sixers. Si on veut regarder le verre à moitié plein, ça veut dire que... D'autant que, pardon, on a parlé de ces deux joueurs-là, mais il y a aussi Jared McCain qui a fait un très bon début de saison, mais lui aussi va revenir de blessure. Et finalement, tu sais pas non plus combien de temps ça va lui prendre de retrouver un petit peu ses automatismes, etc. Donc, une fois encore, les Sixers vont débarrer la saison, j'ai l'impression, dans le flou, quoi. Mais il y a quand même un monde où ça peut bien se passer pour eux. Si Oui, on est, si on mais est honnête, il y a quand même un monde. On les cite plus du tout. Et je pense à juste titre. On les cite plus du tout comme des candidats au titre. Évidemment, là, ça me semble évidemment normal. On en parle même, je pense, quasiment jamais quand on dit l'Est est ouvert. Sur le papier, c'est des grossis, hein. Je suis d'accord. Mais je trouve que les Sixers sont plus forts qu'Orlando, en vérité. C'est pas ce qui va se passer. C'est pas ce qui s'est passé. Mais sur le papier, il y a plus de talent. Tu as plus de talent à Philadelphie qu'à Orlando. Embiid, c'est un MVP. Il n'y a pas un MVP à Orlando. Loin de là même. c'est un Paul ancien George, MVP. c'est un ancien MVP. Oui, c'est pour ça que je dis sur le papier, c'est pour ça que je parle de la vérité du terrain est parfois différente du papier, tu vois. Mais si tu es les Sixers, tu es obligé, à partir du moment où tu as fait le choix de garder Embiid et de garder Paul George, bon, je suis pas sûr que tu as le choix pour Paul George, cela dit, tu es obligé d'espérer que ces gars-là seront proches de leur meilleur niveau. Et Embiid, même à 80%, c'est un meilleur joueur que. Allez, à 90% plutôt. C'est un meilleur joueur que Banchero et Wagner, tu vois, et que Bane. À 90%, c'est un gros si, hein. Il n'y est pas à 90%, hein. C'est des gros si. J'essaye de me faire un peu l'avocat du diable. Tyrese Maxey, il n'y a pas longtemps, était considéré comme un meilleur joueur que Banchero et Wagner. Ils ont rien. Et Paul George, c'est aussi un ancien candidat au MVP. C'est vrai que sa dernière saison est tellement catastrophique que c'est dur de. Je pense que je prends Banchero et Wagner, mais largement devant Paul George aujourd'hui, tu vois. Mais la vérité est que s'il s'est bien remis, ça reste un très bon joueur. Ils ont ces trois gars-là. Ils ont Edgecombe, ils ont McCain, ils ont Maxi que j'ai cité. Ils vont avoir, si je ne dis pas de bêtises, ils devraient garder Quentin Grimes, même si ça fait beaucoup de monde dans le backcourt. Tu vois, c'est aussi un bon joueur. Je me souviens plus exactement quel reste de l'effectif, mais je pense qu'il y a Kelly Oubre.
Enfin, tu vois, normalement, c'est ce qu'on dit. C'est pas par hasard que l'an dernier, on disait Philly, on les citait, on avait même fait un podcast, est-ce que c'est leur année, etc. Peut-être que c'était trop de pression pour Philly à ce moment-là, et que du coup, là, avait moins de pression, moins attendu, c'est la saison où ça clique. Ça marche, hein. Il y a des équipes, en fait, c'est au moment où tu les attends pas. Tu vois, les Clippers l'an dernier, il y a peu de monde qui les attend parce qu'on se dit, bah non, mais Kawhi c'est fini, James Harden c'est fini, et au final, ils font une très belle saison, tu vois. Et ils ont pas eu le luxe d'être à l'Est, les Clippers. Les Sixers, si effectivement ces mecs-là sont en bonne santé, encore une fois, je le répète, c'est un très gros si, et ben à l'Est, si ça clique, ils peuvent même se permettre de mal commencer et de finir bien. Et je pense qu'il n'y a pas une équipe qui va être suffisamment forte pour être à 60 victoires à l'Est, en fait. Et si eux, ils terminent très bien, ils peuvent finir dans le top 3. Tu l'as pas vu venir. Ils sont tête de série en playoff, tu l'as pas vu venir. Et s'ils sont en bonne santé en playoff, encore une fois, c'est un grand si. Ben, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'équipes qui puissent rivaliser vraiment avec les Sixers, en fait. Alors c'est marrant, mais je suis pas du tout d'accord en fait. J'étais un scénario où ça se passe bien, c'est ce que j'imaginais l'an dernier. Au vu de la manière dont la saison s'est passée l'an dernier, moi je crois pas du tout dans cette équipe des Sixers. Je pense que Paul George sera loin du niveau qu'a été le sien, parce que l'âge, Ouais, parce que les blessures à répétition. Je pense que Joel Embiid, on ne reverra plus le niveau MVP de Joel Embiid, où on le reverra sur des séquences de matchs trop courtes pour que ça puisse marcher. Tu as parlé de Jared McCain, VJ Edgecombe et de Tyrese Maxey. Pour moi, c'est ça la timeline maintenant des Sixers. S'ils peuvent profiter d'Embiid et de Paul George pour gagner des matchs quand ils seront là, très bien. Mais pour moi, si t'es les Sixers, c'est ça la timeline. Et je pense simplement que, un peu comme pour les Clippers, il y avait une fenêtre et elle s'est refermée. Et pour les Sixers, le truc, c'est que à l'âge, et vu l'historique de blessure de Paul George et Joel Embiid, la fenêtre, elle était très courte. C'était la saison dernière. Et je pense vraiment que le train est passé. Sur le talent, il y a du talent dans cette équipe, mais il y a tellement de si que tu vois, même finalement, même sur le talent, je pense que j'aurais. Tyrese Maxey est vraiment leur valeur la plus sûre au bout du compte, en termes de productivité et simplement de fait de pouvoir être aligné soir après soir. Derrière, pour moi, il y a Et de points encore, d'interrogation. soir après soir, c'est même pas une garantie Oui, chez c'est vrai. Tyrese Maxey, hein. C'est pas soir après soir, hein. Non, mais bien sûr, je me suis fait l'avocat du diable. Je m'attends pas à ce que les Sixers fassent une bonne saison. Je parle plutôt de est-ce que le scénario même existe, tu vois. J'élargis le champ des possibles. Hmm. Et il y a des fois, même en élargissant le champ des possibles, pour moi, il n'y a pas de scénario qui existe, tu vois. Il y a des trucs, je me dis, bah non, mais c'est pas possible. Là, j'ai pas besoin d'élargir non plus trop mon esprit pour me dire que Philly peut être une bonne équipe à l'Est et une équipe qui en playoff. euh, Passe un tour. Ouais, passe un tour, mais c'est ouais, ouais, bien sûr. Parce qu'en On en fait, revient à comme Milwaukee, t'es censé aller plus loin. exactement. Exactement. En fait, on en revient quand même à ce postulat de base. Si tu donnes autant d'argent à Joel Embiid, et j'ai plus les sommes sous les yeux, hein, mais attention, ça fait mal au crâne quand tu regardes les salaires qui vont venir pour Joel Embiid. Quand tu mises sur Joel Embiid et Paul George, derrière ton objectif, c'est le titre en fait. Donc si tu fais une finale de conférence, déjà, c'est bon, bah, ça serait extraordinaire que les Sixers fassent une finale de conférence. Ça, je le vois même pas dans les cartes pour eux. Mais au bout du compte, tu as bâti ton équipe pour le titre. Vraiment, tu sais, tu disais, ouais, Paul George aurait pas eu il y avait pas de marché pour Paul George. Je suis pas sûr qu'il y ait un marché pour Joel Embiid, honnêtement, vu Ouais, ouais. ce qui lui reste sur son contrat, quoi. C'est très dur. Il se retrouve dans cette situation de Philadelphie où je suis d'accord, en fait. Si tu prends sur le papier, tu mets de côté, en fait, tout l'historique médical, c'est une très bonne équipe. Mais en fait, c'est à un stade où tu peux plus ignorer ça. Et vraiment, moi, j'ai adoré Paul George, hein. C'est un des joueurs que j'ai adoré ce joueur, mais malheureusement, je pense qu'on reverra pas le Paul George qu'on a connu. On disait la même chose pour Kawhi, cela dit. Mais Kawhi, on l'a vu très courtement finalement, quoi. Une demi-saison l'an dernier, au bon moment, hein, pour les Clippers, et c'est très bien. Et bah, ça fait quand même une sortie au premier tour. Tu vois, même s'ils ont donné ils ont donné de la maille à retordre, ils ont fait une très belle saison régulière, ils ont fait une belle série de playoffs. Au bout du compte, tu passes quand même pas le premier tour. Ouais, 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 bien sûr. Après, une histoire de match-up. Je pense qu'il gagnait un paquet des match-up disponibles. Ouais, Donc, mais là, est-ce qu'il y a, tu vois, est-ce qu'il y a tant de scénarios où tu te dis,
toi, même à l'Est, je suis pas sûr qu'il y ait tant de scénarios où tu te dis, bon, bah, à part cette équipe, les Sixers sont garantis de pouvoir passer Ouais, le ouais, premier non, tour. non, Tu vois, bien, c'est. bien sûr que non, c'est pas, même passer le premier tour, c'est pas dit, effectivement. Hmm. Je suis d'accord. Et pour Embiid, puis Embiid n'a pas la même taille que Kawhi Leonard, déjà. Parce que là, je disais, ouais, Kawhi, il est revenu, mais Kawhi, c'est pas la même taille, c'est pas le même Hmm. corps. Embiid, c'est très problématique. Je me souviens que l'an dernier, on parlait à des moments de savoir est-ce qu'il va rejouer même au basket un jour. Ouais. Bon, tu me diras, c'est des questions qu'on a dû se poser pour Kawhi Leonard à un moment, mais oui, je suis évidemment pessimiste. Là, j'ai pris un angle sur Hmm. les Sixers. J'ai pris un angle pour essayer de dire, bah, il y a peut-être, genre, ne l'écartons pas complètement, tu vois. C'est histoire d'arriver, tu vois. Et si en mars, les Sixers, ils sont finalement dans le top 4 et qu'on se dit, bah, tiens, ça clique, à ce moment-là, c'est. Peu importe ce qui se passe, peut-être que 2 semaines après, Embiid il se blesse, mais je pourrais dire, bah, tu vois, je vous avais dit, cet angle, il existe, tu vois. C'est vrai, mais est-ce que la saison régulière, c'est un angle pour juger d'une bonne saison pour les Sixers? Tu vois, c'est ça le truc. Non, je pense pas, mais quand tu reviens d'une telle saison, c'est pas une victoire en fait, c'est pas un accomplissement, mais tu vois tu vois au final tu n'imagines même pas une belle saison régulière des Ben, Sixers. en fait, pour moi, j'avais pas pensé à la saison régulière. Parce que pour moi, c'est. Quand t'as un effectif comme ça, l'objectif, c'est pas la saison régulière. Moi, c'est vraiment il y a que les playoffs pour moi qui peuvent valider une bonne saison pour les Sixers. Ouais, et non, ça effectivement, tu vois, tu apparaît finale de conférence, je pense que c'est un scénario inespéré. Genre s'ils se retrouvent en finale de conférence, ils peuvent presque même la célébrer. Je vois Je pas. suis d'accord. Je suis d'accord. C'est- mais bon, on verra. Et je te rejoins à 100%. La timeline aujourd'hui, c'est Maxime McCain et Edgecombe. Euh, c'est pour ça qu'ils n'ont pas tradé Speak. Ça aurait été Hmm. fou de le trader. Euh, Là, maintenant, il faut doucement préparer la suite. Et C'est c'est déjà. plus, c'est Ouais, vas-y. plutôt. Non, excuse-moi, je t'interromps, mais c'est déjà une chance d'avoir ces trois-là, en fait. Même si tu vas être Exactement, j'allais plombé dire la par même les chose. salaires des autres, c'est plutôt cool, ne serait-ce que pour ta fanbase, quoi. Regarde les équipes qui ont des gros salaires, comme tel Phoenix ou machin, tu sais, des équipes comme ça. Et je vais même dire Milwaukee, qui a la chance d'avoir Yanis au niveau MVP, mais ces équipes-là, elles n'ont pas trois jeunes de ce niveau-là sur lequel tu te dis, ah ouais, bon, au moins, en fait, là, si tout part en vrille à Philly, tu sais, genre, imagine Embiid, il peut plus jamais rejouer au basket, et Paul George, il peut plus jamais rejouer au basket. Au-delà de l'aspect, ah, on est un peu, mal financièrement pendant 2 ans et même un peu plus loin avec Embiid, au moins tu te dis, bah ouais, mais bon, de toute façon, on va jouer avec Maxi Edgecombe. Enfin, tu vois, tu as encore des raisons de te dire c'est cool de regarder les Sixers jouer au basket, quoi. Ouais. On peut enchaîner avec de la Summer League, tiens d'ailleurs. Les Sixers qui n'ont pas joué, pardon, tant pour moi. Je pensais que c'était eux qui avaient perdu contre San Antonio. Bah, tu sais quoi, je commence avec San Antonio, avec Dylan Ouais. Harper, même s'il y a d'autres choses plus intéressantes. Mais Dylan Harper, victoire des Spurs 93-91 contre Utah. Harper qui a pas fait un très très bon match en termes d'adresse. Il met 16 points, le deuxième choix de la draft, 16 points comme lors du premier match, mais à 5 sur 16. Par contre, il a mis un panier pour arracher la prolongation et les Spurs ont gagné en prolongation. En face, il y a un joueur, on n'a jamais parlé de lui sur cette Summer League, mais il a fait que des cartons. C'est Kyle Filipowski. Là, il met 35 points. Je suis pas sûr qu'il ait mis moins de 20 points sur un des matchs de Summer League. Et il est en train de montrer, moi je suis pas sophomore par hasard. Ça, c'est pas de mon niveau. Mais voilà, mes victoires des Spurs au buzzer sur un. Tu m'as dit le nom du gars, Riley Minix, qui a mis C'est le ça. panier de la gagne. C'est un très beau fadeaway, mais ça, t'as raison pour Filipovski, et c'est assez marrant de voir quand même la manière dont certains joueurs de deuxième année se démarquent vraiment des autres, même des joueurs qui ont eu des rôles réduits durant la saison régulière, il y a un vrai gap finalement entre des joueurs qui sont déjà des joueurs NBA et des joueurs qui espèrent devenir des joueurs NBA. Le gap, il est quand même conséquent, on le voit bien en Summer League. D'ailleurs, il y a un sophomore qui déçoit un peu, c'est Cody Williams. Il a fait un bon match, mais enfin, il a fait un bon match pendant la Summer League, hein, pas la nuit dernière, mais il y a pas le scoring. C'est le frère de Jalen Williams. C'est marrant, c'est un mec, je crois, je sais pas, il y a 3 ans, je pense. J'avais fait un article sur qui seront les All-Stars en 2028. J'ai mis T'as son mis nom. Cody Williams? Ouais. Bon, bah, c'est encore en jeu, hein.
Il va falloir qu'il perce vite, mais c'est encore en jeu. Ça commence mal. Je sais plus si, je crois qu'il était encore au lycée à ce moment-là. Bon, bref, c'est c'est triste. Allez, il y avait un Français qui était engagé hier soir, c'était Noah Essengue. Victoire des Bulls contre les Pacers 114-105. Essengue, il continue sa montée en puissance, hein, Ouais. 21 points. Mais malheureusement, je pense que les Américains, c'est pas ça qu'ils vont retenir du match d'Essengue. C'est qu'Essengue, il s'est pris un poster assez vilain de Johnny Furphy. Et sa tête sur le poster est très chaude, très très chaude. Je vous invite à regarder. Je ne sais pas si on pourra incruster l'image aussi, mais allez taper Noah Essengue sur les réseaux sociaux. C'est assez compliqué. Mais il fait 21 points, il fait un bon match. Il fait un très bon match. Effectivement, le dunk de Furphy est magnifique, hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un poster comme ça. Il enchaîne avec un cross et derrière il monte deux pieds, pour mettre, deux pieds et une main pardon, pour mettre un énorme tomard sur Noah Essengue. Euh, c'est assez intéressant quand même malgré tout pour Essengue parce que on en parlait hier, je crois, premier match un petit peu discret. Tu sentais vraiment qu'il y avait beaucoup de nouveautés. Derrière, il a enchaîné sur deux matchs très solides. Donc c'est rassurant, je trouve, pour lui. Matas Buzelis a mis 28 points lui aussi, sophomore. Lui, il taffe aussi, hein, ouais. Ouais, ouais, Déjà, il a fait une belle fin de saison rookie, et puis là, sur cette Summer League, ouais, il taffe. Il fait partie des joueurs dont on parlait, quoi. C'est des deuxième années et c'est pas par hasard, quoi. c'est eux tu vois, c'est eux le noyau dur des. Donc les Bulls qui ont quand même, tu vois, les Sixers dans toutes les déceptions, tout ce que tu veux. Ils ont quand même réussi à se former un noyau dur plus fort plus fort, plus excitant, plus intéressant que celui des Bulls, qui dans le même temps, tu vois, parce que là, j'y pense, le noyau dur c'est pas pour enlever à Essengue, Buzelis, tout ça, c'est des gars qui ont un certain avenir, tu vois, ça va être cool, Ouais, mais le Buzelis, noyau dur des Sixers, il me fait quand même plus kiffer que celui Hmm. des Bulls, quoi. Franchement, c'est marrant qu'ils aient fait. Enfin, il y a un parallèle entre les Kings et les Bulls qui est quand même marquant, quoi. D'une part, parce que les Kings ont essayé de recréer les Bulls à l'ouest sans qu'on comprenne du tout pourquoi. Et en plus, c'est quand même. Je pense que c'est vraiment par deux. Je, je- je- je réfléchissais enfin, je parlais je réfléchissais à haute voix. Est-ce que c'est pas les deux franchises dont on comprend moins ce qui se passe? Tu vois, même avec New Orleans au bout du compte, mais c'est incompréhensible en fait ce qui se passe depuis 3 ans dans ces deux équipes. Je comprends pas quelle est la direction, ni s'il y a une direction. Tu vois, Utah, il y avait une direction, ils ont mal géré la draft. Une année, l'année suivante, ils ont pas eu de bol, mais je comprends quand même la ligne directrice. New Orleans jusqu'à cet été, je comprenais quoi. C'est Zion, on tente tout autour de Zion, ça marche pas. Là depuis le changement de GM, je comprends moins. Mais les Bulls et les Kings, c'est les Bulls, c'est l'impression que c'est on est médiocre et on aime ça, donc on continue. Et les Kings, ils sont passés de on passe un trade pour être fort, on fait une bonne saison et derrière on fait des trucs qui ont pas de sens. Je comprends pas ces deux franchises. Pareil. C'est la définition d'être mid. Donc, tu es mid à l'ouest. Les Kings sont évidemment meilleurs que les Bulls, mais ils jouent dans une meilleure conférence, donc ils se retrouvent au même niveau. Et ouais, je sais pas. Moi, ça m'exaspère, hein. Les Bulls, aucune des deux équipes je capte, mais je suis moins surpris pour les Kings, paradoxalement. Peut-être c'est parce que c'est dû à. J'ai grandi avec. Tu sais, depuis l'équipe Chris Webber, Mike Bibby, j'ai grandi avec les Kings qui font n'importe quoi d'une manière ou d'une autre, tu vois. Mais de toute façon, je cherche pas, c'est la seule fenêtre dans laquelle ils ont pas fait n'importe quoi. Parce qu'avant, c'était une équipe qui était historiquement catastrophique. Quand Chris Webber arrive, il dit je vais aller à la fin de mon contrat et je me barre en fait. Il se trouve juste qu'il arrive. En même temps, il y a une alchimie qui prend, Rick Adelman qui crée un vrai fond de jeu dans lequel il s'éclate. Mais quand il arrive, t'inquiète pas, hein, il a pas acheté une baraque en arrivant Chris Webber, hein. Il avait son locker. Limite, s'il avait pu prendre un Airbnb, il l'aurait fait quoi. Très bon, très bon. Allez, résultats et perf en vrac. Kobe Buffkin a mis 25 points pour Atlanta qui a battu Houston, donc ça c'est un sophomore. Euh, Au niveau Yeti, il y avait un autre Français engagé, c'est Tidjane Salin. Il a joué 17 minutes, il fait 6 points, à 2 sur 6. 4 rebonds aussi pour Tidjane Salin. Il y a le rookie Con Knuppel qui met 16 points. Alors, c'est comment on dit déjà? J'ai Knuppel, je oublié. crois. Knuppel, ouais, donc je l'avais bien dit. 16 points, 10 rebonds, 4 passes. Du côté des Mavs, il n'y a plus de Cooper Flag comme on l'avait déjà signalé. Kel Elwer a fait un gros match, 21 points, 15 rebonds pour Il y a une Miami. petite embrouille dans ce match entre Miami Ouais, et Boston, là, avec. Je retrouve plus le nom du joueur de Walsh, Boston. Walsh, Merci. Jordan Walsh. Voilà. Qui Ou était bien Welsh, parti. Welsh ou Walsh.
Et il était parti et puis il s'est pris une deuxième technique pour avoir balancé le pote de Shai Larson dans le public sans qu'on comprenne trop pourquoi. Il a voulu couper une contre-attaque, derrière il s'est fait expulser. P. Larson aussi qui a mis 24 points d'ailleurs. Un joueur que j'aime Ouais, bien, P. Larson, perso. ouais, bon joueur. Et en- ce qu'on disait en off avant de commencer, mais Bronny James fait une meilleure Summer League que Dalton Connect. Donc là, il a mis 17 points, 5 rebonds, 5 passes. Il avait mal commencé son tout premier match, mais depuis, c'est plutôt correct. Et Connect, il a fait un bon match, quoi. Déjà, c'était un rookie âgé. Donc là, tu es un sophomore vraiment âgé. C'est pas une Grosse Summer League déception. extraordinaire, hein. Ouais, Même l'an c'est pas... dernier, hein, je m'étais dit vraiment après la draft, je m'étais dit, mais en fait, c'était inespéré pour les Lakers. Ils ont pu choper à la draft aussi bas un mec qui va remplir tout de suite le besoin qu'ils ont. Et finalement, j'ai l'impression que son trade avorté aux Hornets a Ouais, l'a fait tué. dérailler complètement sa saison. Il a encore le temps de se reprendre, mais je trouve ça inquiétant quand même. Ouais, mais le plus fou, c'est que statistiquement, il fait pas une mauvaise saison, tu vois, si tu regardes Ouais, purement statistiquement. Mais comme toi, j'ai l'impression que le moment où il est revenu, disparition, donc très atteint, inexistant en playoff, mais bon, c'est peut-être Reddick qui aurait dû oser le lancer justement et mm, qu'il n'a pas fait. On pensait la même chose là-dessus. Lui, mais il faut se reprendre. Il a le temps, c'est vrai, mais je pense il a intérêt à se reprendre. Sinon, ça risque de vite, pareil, pas disparaître de la ligue, mais trade. Après, bon, peut-être dans une autre équipe, il se montrerait plus à son avantage, mais, mm. mais ouais, pas fantastique pour Dalton Connect. Tu voulais nous parler d'un petit mot WNBA, Ouais, notamment de la fin de match entre les Valkyries et les. Ah, c'était Phoenix? J'ai oublié. Phoenix, oui, oui. Je trouve plus le Mercury. nom. Le Mercury, merci. Ouais, Victoire fin du de match. Mercury Ouais. 78-77, mais c'était litigieux. Voilà, pardon, je te laisse la Voilà, parole. exactement. Ça se termine sur un lancer franc marqué d'Alicia Thomas à 1 seconde de la fin à peu près. Et en fait, enfin, ça m'a interpellé à plusieurs égards. D'une part parce que la coach des Valkyries s'est plainte dans la presse de la faute accordée sur la dernière possession du Mercury alors que les deux équipes étaient à égalité. Et c'est pas la première fois et ça se multiplie finalement en WNBA, je trouve, de la part des entraîneurs comme de la part des joueuses, le fait de demander plus de constance dans la qualité de l'arbitrage. Alors c'est pas le fait que les joueurs, que les joueuses ou que des entraîneurs après un match râlent sur l'arbitrage, ça n'a rien d'extraordinaire. Mais par contre, j'ai l'impression que depuis ce début de saison, ça gronde vraiment de plus en plus. Et je pense que c'est important que la WNBA puisse quand même répondre à ces choses-là parce qu'il n'y a jamais eu autant de projecteurs braqués sur cette ligue. Et s'il y a un vrai problème de constance dans la manière de siffler, il faut que ça soit réglé parce que c'est vraiment à la base du jeu. Voilà. Et par ailleurs, c'était un petit peu dommage pour nous parce que l'équipe des Valkyries était menée au score et juste avant, en fait, c'est Janelle Salin qui plante 2 tirs vraiment clutch pour revenir à égalité, un tir à 3 points et un tir à mi-distance, avec les deux en sortie de temps mort avec des systèmes qui étaient vraiment faits pour elle. Donc voilà, nous on aurait bien aimé, comme les fans limite, tu vois, pouvoir assister à une prolongation. Donc voilà, je pense que c'est quand même un truc sur lequel il faut garder un œil, là, ces questions d'arbitrage sur la WNBA, parce que finalement la saison est courte, et depuis le début de la saison, que ça soit autour de Caitlin Clark, où il y avait eu plusieurs fois où ça avait brassé un petit peu, même faute antisportive qui n'avait pas donné lieu à de suspension, ni derrière comment dire, à des commentaires de la commissionnaire de la Ligue. Je pense qu'il y a vraiment des choses... il faut que la WNBA ait un œil là-dessus parce que maintenant, il faut qu'elle promeuve son produit de la meilleure manière possible. Et voilà, et l'arbitrage est au centre de ça. Je pense qu'à tous les niveaux, en fait, c'est pas tant de fait de laisser jouer ou de pas laisser jouer. La question, c'est quand tu es joueur ou quand tu es entraîneur, tu veux juste savoir comment t'adapter, comment proposer des choses et pouvoir jouer en fonction. Et j'ai l'impression que c'est ça souvent qui revient depuis le début de la saison. Juste dans l'autre match, Minnesota a battu Chicago avec 29 points de Nafisa Collier. En face, il y a eu 22 points, 10 rebonds d'Angel Reese. Juste avant de terminer, petit mot, Nikola Jokic devrait jouer l'Eurobasket avec la Serbie et Dionte DiVincenzo devrait jouer avec l'Italie. Donc il y aura quand même pas mal de stars à cet Eurobasket. On sait que normalement il y aura aussi Luka Doncic. C'est pas forcément des bonnes nouvelles pour la France qui vont se retrouver face à des armadas sans que l'équipe de France ait ses superstars ou ses stars pardon plutôt que superstars.
Mais voilà, on aura quand même du beau monde a priori à l'Eurobasket. Ouais, et puis j'en reviens, tu parles de l'Italie avec De Vincenzo, il y a Banchero qui avait longtemps hésité finalement avant d'être... qui avait même dit qu'il jouerait avec l'Italie. Finalement, quand il a été appelé avec Team USA, il s'est dit qu'il allait jouer avec Team USA. Mais ouais, ça va être intéressant tout ça. Je le comprends, Banquero, quand même aussi. Il a pris une médaille d'or olympique au final. Il était là au JO, Banquero, si je dis pas de... Non, il est là... Non, Oui, non, 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 c'est la c'est pas au JO, compétition c'est à la... précédente. Ah bah donc il Ouais, était là sur l'échec. ouais, voilà. Mais bon, du coup, c'est moins... C'est pas... My bad. C'est moins cool. J'allais dire, je comprends l'attrait de prendre une médaille d'or. Il sera là en 2028 à Los Angeles, je pense. Par Ouais. contre, là, tout de suite, je mets pas ma main à couper que les États-Unis gagnent devant leur public en 2028. Faudra déjà voir si toutes les délégations ont le droit d'avoir un visa pour rentrer sur le territoire américain, hein. C'est pas gagné, visiblement. Donc, C'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. Bon, allez, on va pas faire de géopolitique ce matin, mais vous savez ce qu'on en pense. Euh, sur ce, bonne journée les gars et les filles. On se retrouve demain pour un nouveau CQFR. Bonne journée à tous. Ciao, ciao. ciao.